Quand on prend un pays de façon générale, par exemple le Mali, on dit la République du Mali. Pourquoi à chaque changement de constitution, on parle de première, deuxième ou troisième En République? réalité, lorsqu'on rédige une constitution, on ne rédige pas une constitution pour l'éternité. Une constitution, c'est d'où il y a des révisions des constitutions. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ça. Tout le monde fait un procès en Afrique qui pense que les constitutions africaines ne sont pas bien rédigées au niveau. L'Afrique n'a pas de bonnes constitutions, c'est faux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique manque d'hommes d'État? Et un homme d'État, c'est un homme qui a des visions pour la génération future. Est-ce qu'on peut parler de valeur, de morale dans le travail d'un avocat? Il n'y a pas de justice, c'est la meilleure version qui l'emporte. Un avocat est là pour défendre une meilleure version. Il y a des innocents en prison. Il y a des gens aussi, il y a des coupables aussi qui sont dehors. Vu la tension politique qui existe aujourd'hui en France, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut s'inquiéter aujourd'hui par l'évolution politique? Je pense aussi qu'il faut qu'on construise nos États. Les causes de l'immigration, c'est quoi? C'est l'insécurité, l'instabilité dans nos États. Si on avait tout dans nos États, personne qui quitte chez soi pour aller chez un autre, qui va aller manger, c'est un voisin. Lorsque le voisin a le mafette et a le mafette pour aller manger. J'ai des gens qui m'ont encouragé, des mentors, jusqu'à mon jour que je n'oublie jamais cette personne. Salut, bienvenue sur Janjo, le podcast qui vous connecte avec les personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, c'est un épisode assez inédit. Je suis avec un maître, un avocat. Il est inscrit au barreau de Paris. En même temps, il est constitutionnaliste. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de constitution, de politique et comprendre un peu l'écosystème juridique de façon générale. Maître Bala Cissé, bonjour. Oui, merci beaucoup Sidi pour l'invitation. Vraiment, c'est un grand plaisir de se retrouver pour parler de la politique, de parler de la constitution, de parler aussi du métier d'avocat. C'est quelque chose qui me touche énormément aujourd'hui. J'espère qu'on va essayer d'échanger ensemble sur ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, de rentrer un peu plus dans les détails techniques, est-ce que tu peux nous parler un peu tu peux nous relater ton parcours parce que c'est plus important pour nous. D'où tu viens, parce que je sais que tu viens de loin. C'est parce qu'on a une affinité, je te connais de façon personnelle. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous relater un peu ton parcours? Merci beaucoup. Bon, je suis l'enfant des Yélimanais, c'est des Yélimanais au Mali, de la région des Cailles. Bon, on Ok. peut dire à la fois je suis l'enfant des Cailles, je suis l'enfant des Yélimanais, mais je suis né dans un terroir, un village. Je suis né dans un village qui est de Koudji, qui est entre 9 à 10 kilomètres des Yélimanais, des sectes des Yélimanais. Je suis né au village. Je fais partie de ceux qui ont le premier et la première promotion de l'école de mon village parce que mon village a eu l'école en 97-98. Donc, je suis rentré à l'école en 97 à 98 à Kodji. J'ai étudié dans mon village natal jusqu'à 2003. À partir de 2003, j'ai quitté dans mon village. Je suis parti à Banjugula. Banjugula qui est un village à côté dont j'ai étudié là-bas les collèges, l'équivalent des collèges, les seconds cycles au Mali qu'on appelle second cycle. Donc j'ai fait des seconds cycles à Banjugula. J'ai quitté à Banjugula en 2006. Après je suis venu je suis venu à Bamako. J'ai fait le lycée à Bamako, qui c'était un lycée privé qui s'appelle le lycée Donimba Samoka. Donc j'ai fait ces lycées. Après j'ai obtenu mon bac en 2009. Après, je me suis envolé pour la France. D'accord. Donc, pour faire des études de droit jusqu'au doctorat. Après, je peux revenir en détail un peu jusqu'au doctorat. Après le doctorat, je me suis inscrit à l'école du barreau. Après, là, je suis à mon propre compte depuis 2021. Je suis avocat au barreau de Paris. D'accord. Si je fais une présentation très rapide. Voilà, un très très beau parcours en tout cas. Je rappelle à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il est l'homme le plus diplômé de son village. Il est la seule personne à avoir un doctorat, même tout le cercle, voilà, si je me trompe pas. Moi, je n'ai pas la prétention sur ça, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai un parcours, je ne dis pas dit atypique, j'ai un parcours linéaire, parce que, certes, mon village, ça fait longtemps que mon village existe, certes, des Yélimanais aussi. Il y a des intellectuels à Yélimani, il y en a Beaucoup, plein, beaucoup, ouais. mais quand même, dans mon village, quand même, je fais partie de la première promotion. Dans mon village, ma promotion, pour le moment, personne n'est détenteur d'un doctorat. Voilà, ça, je dirais avec l'humilité, pas du vantarisme. Non, non, non. Voilà, d'autres, ils sont Mais en arrêtés tout au cas, on master. le Voilà, dit pour les jeunes qui nous voilà, écoutent. d'autres, ils ont arrêté au master 2, d'autres, ils ont arrêté au chacun son parcours. Je pense que j'ai eu la chance, le Seigneur Wallah m'a donné une chance quand même que je fais un parcours que je peux dire
avec l'humilité, voilà, d'où l'échange aujourd'hui, ces parcours, je dois beaucoup à beaucoup de choses, qu'ils soient des personnes, ma famille, autres, parce qu'aujourd'hui, étudier quand même n'est pas si donné, il faut de l'argent pour étudier, Exactement. mais l'argent ne suffit pas, il faut du courage. Je pense que j'ai sacrifié beaucoup pour arriver là où je suis arrivé. Je ne regrette pas, c'est une fierté pour mon village, c'est une fierté aussi pour ma famille, c'est une fierté au Mali, pour le Mali aujourd'hui, parce que j'ai contribué beaucoup sur les écritures qu'on reviendra sur là-dessus, sur la Constitution. J'écris beaucoup, j'interviens beaucoup sur le Mali parce que je sais d'où je viens. C'était pas quelque chose de tranquille, mais je ne regrette pas aujourd'hui. J'ai un parcours je pense que je pourrais changer pour dire aux gens, il faut jamais abandonner. L'espoir existe toujours. Bon, je n'ai jamais abandonné quand même. Est-ce qu'il y a des moments de difficulté à abandonner? La réponse, oui, à tout moment. C'est quelque chose qu'on entreprend, on a envie de lécher à un moment donné, des obstacles, ou aussi on ne croit pas, il faut avoir la confiance en soi. Je pense que j'ai eu des gens qui m'ont encouragé, des mentors, jusqu'à un jour que je n'oublie jamais ces personnes. D'accord. Mais aujourd'hui, tu es constitutionnaliste, c'est-à-dire que tu as une spécialité pour les constitutions. Pour commencer, est-ce que tu peux nous définir déjà c'est quoi une constitution? Une constitution, en termes simples, c'est un texte juridique qui permet l'organisation d'un pays, d'un État donné. C'est-à-dire que tous les États dans le monde entier, ils ont presque une constitution. Si on regarde même l'Angleterre, qu'on pense qu'il n'a pas une constitution, ce n'est pas uniquement un texte écrit dans un seul document. Donc, si on regarde l'histoire de notre pays qui est le Mali, depuis 1960, on a connu des constitutions, 60 à 68, on a une constitution. De 68 jusqu'à 91, 92, on a un président, nous sommes dans la deuxième république. À partir de 92 jusqu'à 2020, nous sommes dans la troisième république. C'est-à-dire qu'on a le Mali a comme trois constitutions. Là, actuellement, on a une quatrième constitution qui est votée sous la transition. Donc, ces textes juridiques permettent l'organisation, les rapports entre les pouvoirs publics aussi. C'est un texte aussi qui garantit des droits et libertés, des droits humains. C'est un texte aussi qui permet aussi l'organisation des rapports entre le pouvoir, qui soit le Parlement, le président, les pouvoirs judiciaires. Donc, en grosso modo, une constitution aussi, c'est un pacte social qui est entre l'État et le peuple. Donc, c'est un texte qui est sacralisé, c'est-à-dire que c'est comme la survie d'une nation dépend d'un texte qui est la constitution. D'accord. Mais en même temps, il y a un terme très technique aussi que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire le passage de la Première République à la Deuxième République. Euh, Quand on prend un pays de façon générale, par exemple le Mali, on dit la République du Mali. Pourquoi à chaque changement de constitution, on parle de Première, Deuxième ou Troisième République? Qu'est-ce que le terme signifie de façon concrète? La République res publica, c'est la sauce publique, c'est la sauce qui appartient à tout le monde. La res publica, si on va du latin, la République du Mali et la Première République et la Deuxième République, c'est pas pareil. La Deuxième République marque une période, c'est la périodicité, c'est-à-dire que c'est une période qui a un début, qui peut avoir la fin. Mais quand on parle de la République du Mali, c'est la continuité, c'est la source publique. Donc ce n'est pas pareil. Donc la Première République, c'est une période des régimes politiques. Et quand on parle de la Deuxième République, c'est une période d'un régime politique. Quand on parle de la Troisième République, c'est un régime politique avec une période. Quand on parle de la Quatrième République, c'est une période. Mais quand on parle de la République du Mali, c'est l'État, la continuité de l'État. C'est l'incarnation même de la nation, en fait. Donc, les républiques font partir. Les républiques disparaîtront, mais l'État ne disparaît pas. C'est d'où la République du Mali demeure jusqu'à la fin du monde, mais les républiques vont changer. D'accord. On aura une première république, on aura une deuxième république. Ok, d'accord. Ça, c'est la question du système politique. Et la république en soi, c'est l'État, c'est l'incarnation même. La personne publique est l'État. D'accord. On va parler d'abord de constitution avant de rentrer dans le plus profond du droit. La plupart de nos pays ont eu leur indépendance en 1960. Ça, c'est pour la plupart. Sinon, il y en a, comme la Guinée qui a eu son indépendance en 58, l'Algérie en 62. D'autres pays comme la Guinée-Bissau, je crois que c'était en 76. Mais entre-temps, on a dit que nos pays ont tout de suite adopté des constitutions venant d'Occident. Pourquoi à ces moments de fait, quand tu as défini la Constitution, tu dis que c'est un pacte social, c'est quelque chose qui va régir la République de façon générale. Ça, c'est la première République, la République qui ne disparaît pas. Pourquoi, selon toi, nos prédécesseurs, nos grands-parents, nos aïeux, Les pères fondateurs. les pères fondateurs des indépendances, n'ont pas pris le temps d'élaborer ces textes qui vont finalement régir qui servira de bouclier pour le fonctionnement de la République? Oui, si on regarde en réalité, ta question est très importante parce que aux années de l'indépendance, il ne faut pas oublier quand même que dans la plupart des pays qui étaient cités n'ont pas beaucoup de cadres
qu'ils étaient formés, même les cadres qu'ils étaient formés, ils étaient formés par l'école du colon. Donc, on ne peut pas reprocher à l'époque, c'est du mimétisme. C'est-à-dire qu'en réalité, la constitution à l'époque a été importée ou inspirée purement de la constitution du colon. C'est-à-dire que la France, les pays colonisés par la France, les pays colonisés par l'Angleterre, c'est-à-dire qu'ils ont une tradition d'une sorte de continuité, c'est-à-dire qu'on essaie de copier. Donc, mais aujourd'hui, est-ce Donc, que... tu veux dire qu'on ne devait pas en vouloir au père de la Non, République? non, je pense qu'à l'époque, il y avait des matériaux, on était en train de faire une construction, on prend ce qu'on a, de l'argile, quand on a envie de construire une maison, on prend ce qu'on a comme la terre, à cette période, on avait des matériaux, on n'avait pas tout, aussi on n'avait pas notre propre réalité. Mais aujourd'hui, ce qui est nos constitutions sont adaptées aux réalités, on peut reprocher tout, la dernière constitution de la 4e République du Mali, écrite par des Maliens, purement, et consultée par des Maliens, faite par les Maliens, qui répond aux exigences des Maliens. Donc moi je pense qu'avec avec le temps, là nous avons des constitutions qui sont adaptées aux réalités contemporaines de nos pays, que ce soit le Mali ou d'autres pays. Mais quels peuvent être le risque, par exemple, quand une constitution porte des failles, quand c'est pas représentatif d'une communauté donnée, d'un état, de la culture, qui répond pas forcément aux besoins d'un république ou de la population d'une république. Quelles peuvent être les conséquences? En réalité, lorsqu'on rédige une constitution, on ne rédige pas une constitution pour l'éternité. Une constitution, c'est d'où il y a des révisions des constitutions. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ça. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit un texte dans les années 90, le Mali avait rédigé une constitution dans les années 92, cette constitution n'était pas adaptée aux réalités du Mali de 2018-2017, d'où il y a eu des tentatives de révision constitutionnelle, qui soient au Sénégal, qu'il y ait des révisions, qui soient à la Guinée. Donc, en réalité, une constitution, il faut s'adapter. On révise. Une révision, c'est comme on change, on adapte, on améliore aux réalités des risques quand il a parlé, la mutation de la société. Donc, on va clairement, lorsqu'on a une constitution, on peut rédiger une constitution aujourd'hui, elle est bonne, mais dans 10 ans ou dans 5 ans, il faut l'adapter aux réalités socio-culturelles et sécuritaires même aujourd'hui. Quand on a les cas du Mali aujourd'hui, on a une constitution. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec ta question, elle est très pertinente. Une constitution doit s'adapter aux évolutions politiques, sociales, sécuritaires, démographiques même d'un État. Quand tu parles de la question de la représentativité, donc d'où aujourd'hui le Mali se dirige vers un Sénat. Donc, avec la nouvelle constitution, la Guinée aussi a un Sénat. Le Sénégal qui n'a pas un Sénat, mais le Sénégal a le Sénat dans l'histoire. Donc, tout comme d'autres pays, ils ont eu les Sénats. Donc, la question de la représentativité est très importante parce que la démocratie, lorsque nous avons voté ces constitutions, il ne faut pas oublier que la souveraineté appartient au peuple, qui peut l'exercer directement ou indirectement. Donc, on voit clairement comme que dans les instances, il y a les représentants du peuple, mais le peuple aussi a des systèmes de référendum. Donc, on voit quand même que la question, derrière ta question, il faut me parler de la question du problème ethnique. Et c'est la représentation de l'ethnie. Le Mali n'a pas ses problèmes, mais la Guinée a les problèmes ethnicistes. Il y a les d'autres pays qui ont les problèmes d'ethnie. Donc, il y a même le Nigeria qui a fait dans sa constitution, lorsqu'un président devient musulman, son vice-président peut être musulman ou vice-versa. Donc, on voit quand même la question n'est pas la représentativité uniquement de la population. On regarde des origines communautaires, mais on regarde la religion aussi. Aujourd'hui, on voit dans d'autres pays qui sont à l'écart de la Guinée aujourd'hui, la question de la représentativité pose beaucoup dans nos problèmes, dans nos États, même en Occident. Aujourd'hui, quand on voit même quand on fait la composition d'un gouvernement, même dans les pays qui sont aux États-Unis ou en France, on essaie de regarder l'ancrage territorial de ceux qui vont représenter le gouvernement aussi. C'est partout. La question de la représentativité aussi, la question aussi, il ne faut pas oublier, pour faire un clin d'œil aux femmes, la question de la parité aussi qui est votée dans beaucoup de pays aussi. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, dans certains gouvernements, les femmes sont minoritairement représentées d'un point de vue politique aussi. D'accord. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne constitution? Parce on peut dire que la constitution de tel pays, il est fort ou elle est forte ou pas forte. Telle constitution est plus meilleure que telle constitution. Pour toi, qu'est-ce qui fait la solidité? Qu'est-ce qui rend une constitution plus solide, plus efficace? Cette question, en fait, tout le monde fait un procès en Afrique qui pense que les constitutions africaines ne sont pas bien rédigées au niveau. L'Afrique n'a pas de bonnes constitutions, c'est faux. Si on regarde depuis dans les années 90, tout comme avant l'indépendance ou dans les années de l'indépendance, on voit clairement quand même que toutes les constitutions africaines c'était bien rédigées, mais c'est les hommes qui font les constitutions. Une constitution, c'est à la fois des hommes, la pratique et des institutions. C'est-à-dire qu'une constitution n'est pas uniquement les textes. La question de la respectabilité, le comportement des acteurs politiques et des acteurs sociaux qui permet une constitution de 20 bonne. Si on ne respecte pas les constitutions, pourquoi il y a des coups d'État dans les pays africains, par exemple? Le problème n'est pas la constitution, le problème c'est le respect de la constitution. La question aussi que lorsque dans toutes les constitutions, il est écrit noir sur blanc que le coup d'État est un crime imprescriptible, mais pourtant on fait des coups d'État.
Ouais, regarde les États-Unis ont une constitution depuis dans les années, dans les 1700 et quelques. Jusqu'à nos jours, les États-Unis ont une cette constitution, mais il y a des amendements. Quand on regarde dans les pays comme d'autres pays, ils ont changé de constitution. Les changements de constitution ne signifient pas que c'est la question de la respectabilité de la constitution. À beau faire un texte, on peut faire une constitution même très courte, mais la question c'est le respect, la respectabilité des constitutions qui pose problème. D'accord. D'où la mise en place d'un appareil juridique pour mettre en place ou mettre en exécution les textes de la Constitution. Mais on voit que beaucoup de pays africains, je vais beaucoup plus parler de l'Afrique parce que c'est là où nous on vient, c'est là où on représente enfin, de façon générale. Quand on regarde dans beaucoup de pays africains, on voit que cet appareil juridique a du mal à faire exécuter ce pacte social qui est la Constitution. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos États n'arrivent pas à mettre en place des systèmes juridiques assez solides? Pourquoi on parle toujours de failles juridiques dans nos États? Oui, la question dans une constitution, il y a des institutions, il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs sont toujours paralysés, voire même fragilisés au regard du contexte politique et des acteurs politiques. C'est-à-dire que chaque acteur politique en Afrique qui vient au pouvoir essaie soit de corrompre le pouvoir des contre-pouvoirs, soit de neutraliser, soit d'affaiblir des contre-pouvoirs. Donc en réalité, si on prend le contre-pouvoir au Mali ou au Sénégal ou aux États-Unis ou dans un autre pays, le contre-pouvoir, il y a la justice, il y a la société civile. Donc on voit quand même que la justice, l'indépendance de la justice pose problème dans certains contextes politiques. Donc l'indépendance de la société civile, les acteurs, lorsque les acteurs ne jouent pas leur rôle, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir ou qu'on neutralise le contre-pouvoir, d'où la conscience sera juste un instrument politique qu'on peut manier à sa guise, qui devient à une géométrie variable. On respecte la conséquence, ça nous arrange, ça ne nous arrange pas. Donc, on voit clairement l'indépendance de la justice et l'indépendance de la société civile, même l'indépendance aussi des contre-pouvoirs comme le Parlement dans certains pays qui ne jouent pas son rôle. Donc, on voit clairement, ou la presse qui ne joue pas son rôle, qu'on essaie d'intimider aussi les journalistes, qu'on essaie d'emprisonner des opposants politiques. Donc, l'opposition est un contre-pouvoir. Lorsqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, lorsque le pouvoir devient unitaire, les caractères unitaires d'un pouvoir, ça amène des dérives autoritaires dans les régimes en Afrique, par exemple. D'accord, mais tu as parlé du rôle de la société civile, du rôle de l'opposition, du rôle des médias. Ça, c'est parce que on est dans la démocratie. Comme on le dit, le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ça, là, tu as évoqué le rôle. Une démocratie, quels peuvent être ou quels sont le rôle de la société civile, par exemple? Quels sont le rôle de l'État, du gouvernement et quels sont le rôle de la justice? Est-ce que tu peux nous définir Oui, les frontières qui les séparent? l'État, c'est l'incarnation de la nation. L'État, c'est la chose publique. L'État appartient à tout le monde. C'est-à-dire que l'État, c'est notre image et notre identité. L'État, c'est la continuité de notre identité culturelle, politique, sociale, géographique. Mais quand on revient sur les institutions, c'est les institutions qui permettent le fonctionnement de l'État, qui peut être le Parlement, le président de la République, la justice, qui peut être aussi les départements, qui peut être les régions, les cercles, comme au Mali, les cas du Mali. Mais si on revient sur la place de la justice, c'est le respect des textes, au-delà de la Constitution, les lois, des traités, à la fois par l'État et par les citoyens. Et aussi, les engagements de l'État vis-à-vis d'autres pays. Mais si on revient sur la justice, la question aussi de la justice, c'est l'indépendance de la justice qui pose problème. Il y a des magistrats dans tous les pays africains qui sont intègres, mais une partie de la magistrature aujourd'hui qui sont politisés ou qui sont sous la crainte politique, des acteurs politiques. Ça dépend de période. En période de transition, les magistrats n'oseront pas de faire certaines choses dans une démocratie. Mais est-ce qu'une transition est une démocratie? Ça, c'est un autre débat encore. On pourra en parler. Donc, on voit clairement quand même que, quant à la société civile, c'est les surveillants, c'est les garde-fous du pouvoir politique. La société civile, c'est nous tous. Même les acteurs politiques font partie de la société civile. La société civile, c'est le veille. La société civile doit participer au débat. La société civile, c'est comme les leaders d'opinion qui ne sont pas politiques, qui sont des porte-parole, des citoyens lambda, qui ne feront pas la politique. Mais lorsqu'on brise, qu'on emprisonne ces opposants, les leaders des opinions politiques, des opinions de la société civile, donc il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus de porte-parole. Donc la parole devient ceux qui sont instrumentalisés ou ceux qui épousent la cause du pouvoir qui est en place. Mais quand on revient aussi, la presse, c'est l'information. Et lorsque la presse est là juste à faire du guillotisme, à faire les louanges
du pouvoir en place, la presse est là pour informer, critiquer et dire aussi ce que ça va aussi. Informer, parler des bonnes choses, des bonnes actions du pouvoir en place, mais aussi de dire aussi ça ne va pas. Donc la presse a un rôle aussi d'un contre-pouvoir. Mais lorsque la presse cède son rôle de contre-pouvoir à la société civile, cède son contre-pouvoir, il reste quoi? Il reste, je ne sais pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique manque d'hommes d'État? Non, non, non. Ça, il faut pas être prétentieux de dire ça. Un homme d'État, c'est un homme qui a des visions pour la génération future. Aujourd'hui, on peut critiquer les pères de l'indépendance. Aujourd'hui, tout le monde s'habille, même comme le père de l'indépendance, comme toi, en boubou. On voit les acteurs quand on voit la Guinée, les conseils des ministres, ou on voit au Mali aujourd'hui, avec les boubous blancs, avec les bonnets, on le voit. Ils ont posé des actes. Il y a des hommes d'État, mais il n'y a pas beaucoup de visionnaires en Afrique. Il y a eu beaucoup d'hommes d'État, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos États, il y a beaucoup de visionnaires? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes d'État? Non. Il y a toujours d'hommes d'État, mais il n'y a pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous, on essaie de confondre l'homme d'État aussi, les problèmes dans nos pays africains. On ramène tout. C'est un système. Un système. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui organise quelque chose pour la génération future. Mais un homme d'État n'est pas quelqu'un qui pense aux élections. Un homme d'État n'est pas quelqu'un qui garde le pouvoir pour lui, qui pense qu'il est irremplaçable. Bon, pour moi, les hommes d'État, c'est peu. Il y a rare d'hommes d'État aujourd'hui en Afrique. Je ne sais pas qu'il n'y a jamais d'hommes d'État, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État aujourd'hui. Parce qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui accepte un jour de céder le pouvoir, de dire que j'ai participé à la construction de l'État, j'ai posé mes briques, mais à un moment donné, peut-être il faut un Sidi, ou un Youmar, ou un Ishaka, qui aussi va faire la peinture, qui va faire la décoration. Mais un homme d'État n'est pas quelqu'un qui pense que, pourtant les cimetières remplis beaucoup, les cimetières de Bamako, de Cotonou, de Yaoundé, ils sont remplis beaucoup des hommes qui pensent qu'ils sont providentiels. Donc moi, je ne crois pas les caractères d'hommes providentiels. Je crois qu'il y a des hommes d'État que chacun doit faire quelque chose à un moment donné, il faut céder la place aux autres aussi. Dans une nation, il ne faut pas croire qu'on est le plus intelligent. Dans une nation, il ne faut pas croire aussi qu'on est le plus instruit. Dans une nation, il ne faut pas croire que les idées qu'on propose sont les meilleures. Et à un moment donné, il faut céder la place. L'homme éternel ne croit. Personne n'est éternel sur la terre. L'État est une continuité. Les hommes, comme on disait, l'État demeure, les hommes passent. Exactement. Mais entre-temps, est-ce que aujourd'hui, avec de l'expérience, avec du vécu, tu penses ou tu trouves que le problème fondamental de nos États en Afrique, c'est un problème plutôt d'ordre juridique ou économique? Non, le problème dans nos États, c'est un problème de comportement. Les hommes politiques ou les acteurs politiques ou les acteurs même de la société civile ou même les acteurs juridiques, ils ont des problèmes de comportement. La bonne gouvernance. Quand on parle des problèmes de l'économie, c'est la bonne gouvernance. Quand on a des hommes politiques qui sont corrompus, quand on a, tout comme les militaires, tout comme les civils, hein, quand on a l'être humain qui sont corrompus, la corruption, on ne peut pas construire un État. Lorsqu'il y a une partie du peuple qui n'a pas mangé, qu'il y a une partie des élites qui ont tout. Donc tu ne peux pas me dire, les problèmes d'économie dépendent. L'éducation, c'est l'instruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit aujourd'hui, une partie du peuple, on essaie de faire des guillotismes, de croire aux hommes politiques, la question de gouvernabilité. Il faut que le peuple a les minimums, les besoins vitaux, mais est-ce qu'aujourd'hui, qui n'ont même pas mangé, on ne parle pas l'eau potable, on ne demande pas l'essence, on ne demande pas d'avoir l'électrification, on demande même le minimum, la santé, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Mais dans nos pays aujourd'hui, on le voit, c'est énorme. Donc on ne peut pas dire, tout n'est pas un problème économique, c'est un manque de vision. Il n'y a pas d'hommes de vision, on n'a pas beaucoup d'hommes de vision. On a des opportunistes à la tête de nos États, mais on n'a pas beaucoup d'hommes qui font des réformes pour l'avenir. Et tu prends les cas des secteurs sécuritaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est arrivé, le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso? Ces États qui sont tombés aujourd'hui. Donc, à s'y poser aujourd'hui, on a acheté beaucoup de matériaux. Mais pourtant, la guerre continue. Donc, il manque toujours des stratégies. Il faut du temps aussi. Les États ne se construisent pas d'un jour. Donc, il y a des visions, il faut du temps. Mais à un moment donné aussi, il faut accepter de faire l'ouverture. Parce que le problème à l'Afrique, quand on a les pouvoirs, on essaie d'avoir que des amis qui donnent des bisous, qui nous fait, disons, ce que tu fais, Sidi, c'est très bien, Sidi, t'es parfait, mais t'es critique jamais que Sidi, ça ne va pas. Donc, on n'a pas des contre-pouvoirs. On ne veut pas aussi des critiques constructives. Donc, les États africains n'avancent pas parce qu'on neutralise toujours même des critiques constructives. Donc, on ne peut pas avancer en Afrique. En Afrique, il faut toujours dire que le roi, il est parfait, or que le roi, il a du mal à faire.
D'accord. Mais là, on va rentrer dans le cœur de ton métier, qui est le métier d'avocat. Ça, on vient aussi, je pense que c'est aussi une forme de contre-pouvoir pour pouvoir défendre les citoyens quand il y a un besoin. Ça, c'est ma définition propre à moi ou l'idée que je me fais de métier. Quand on te demande, quand un jeune un garçon, il vient et te demande, ou ton fils, il vient et te demande, papa, c'est quoi le métier d'avocat? Pour toi, c'est quoi le métier d'avocat? Ouais, Sidi, c'est une bonne question. Quand on regarde même l'intitulé de ton émission en disant on va parler de la constitution, la politique et le métier d'avocat, tout ça, c'est le socle même de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est quand la constitution, il y a les droits et libertés. L'avocat est là pour la défense. Lorsque les droits d'une personne ou les libertés d'une personne sont bafoués ou sont violés, l'avocat intervient pour proposer un service, être porte-parole de la voix d'une personne qui est dans le besoin. C'est ça l'avocat. L'avocat, c'est comme quelqu'un qui est là pour accompagner quelqu'un. C'est quelqu'un qui est là pour défendre quelqu'un parce que soit la personne est victime, soit la personne aussi est demandeur, soit la personne. Donc l'avocat, c'est un auxiliaire, c'est un bras droit de quelqu'un, c'est un conseiller de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est là pour défendre, ou quelqu'un lui confie une mission, il est là pour défendre une mission. Donc un avocat, c'est quelqu'un pour être très simple. Un avocat, c'est quelqu'un comme un mercenaire. On a une vision avec l'avocat défend. On veut lui donner des cartouches, il va aller faire la bataille à votre place. Ça, un avocat. Un avocat, c'est comme un mercenaire. Il va défendre votre vision et vos intérêts, peu importe qu'ils soient pénal, civil, immigration, économique ou sécuritaire. Mais qu'est-ce que toi, tu aimes bien particulièrement dans ton métier? Bon, moi, j'aime l'avocat, c'est l'écoute. L'avocat, c'est comme un psychologue. Parce que quand on est avocat, on reçoit beaucoup de personnes, l'histoire des gens, ça nous force des caractères. L'avocat, c'est comme quelqu'un c'est comme un cimetière qui va mourir avec certains secrets. Les gens vous confient leur vie, leur avenir, leurs intérêts. Là, vous vous sentez comme une autre personne. Parce qu'on porte la robe à l'exigence. Il y a autre chose. L'avocature n'est pas uniquement d'aller plaider. Il faut écouter. Il y a du conseil. Il y a la formation continue. C'est un métier qui demande beaucoup. C'est comme l'éternel étudiant. Quand on devient avocat, chaque fois, on doit se mettre en jour. C'est un métier qui te pousse à voir tes limites. Parce que la gestion de la clientèle, la gestion des clients, la gestion aussi des dossiers, aller plaider et faire des suivis de dossiers, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier aussi qui a la solitude. Il faut savoir quand même que, parce que les gens pensent que les avocats, on vit très très bien. C'est faux. La prochaine question, parce que beaucoup parlent d'honoraires des avocats. Est-ce que pour toi, les honoraires des avocats, c'est compréhensible? Est-ce que c'est exorbitant? Est-ce que c'est satisfaisant pour le métier que vous faites? Non, l'avocat, c'est comme un médecin. Lorsqu'on va aller le voir, il va nous prescrire une ordonnance. L'avocat vous prescrit une ordonnance de défense. Il vous parle ce qu'il pense. Il vous donne des missions. C'est comme des compliments. Ça. Chaque mission est facturable. Mais l'avocat, il ne faut pas oublier, l'avocat a fait de longues études. Je viens de te parler de mon parcours. J'ai quitté les tiroirs jusqu'au palais. C'est plus de 23 ans des études que j'ai fait. Tu imagines quand même que on a sacrifié notre vie. L'argent qu'ils nous donnent, c'est des honoraires, c'est pas un paiement. Personne ne peut payer son avocat. Lorsqu'on vous défend, si je viens de dire un avocat, vous voulez donner une mission, l'avocat ne dort pas souvent. Il y a des grands teneurs du barreau qui sont au Mali ou en France, partout aux États-Unis, où on a des stress. On a fait de longues études, on a des nuits blanches. Moi, je pense que les honoraires d'un avocat est justifié lorsque l'avocat fera bien son travail. Ça dépend. Mais pour moi, l'argent qu'on donne à l'avocat, il mérite. Regardez son parcours, l'expertise. Parce qu'on vend nos services. On ne vend pas notre corps. L'avocat n'est pas soumis à une obligation des résultats. L'avocat, oui, c'est comme un médecin. Un médecin ne peut pas empêcher quelqu'un de mourir. Mais l'avocat fera tout. L'avocat, tout comme le médecin, fera tout son possible pour vous guérir. L'avocat fera son possible pour vous faire guérir juridiquement. Mais l'avocat ne peut pas vous empêcher. Là, il y a certains dossiers, vous allez être condamné, vous allez être condamné. Il y a des preuves irréfutables. Mais l'avocat doit chercher à quel est le doute de ce qu'on disait, il n'y a pas de justice. C'est la meilleure version qui l'emporte. Un avocat est là pour défendre une meilleure version qui l'emporte devant le juge et devant les tribunaux, devant les juridictions. Mais l'avocat n'est pas là pour comme un magicien qui a la solution à tout. Un médecin ne peut pas vous empêcher quand vous allez mourir demain matin. L'avocat ne peut pas vous empêcher demain quand il y a des preuves irréfutables que vous allez être condamné par un tribunal. D'accord. Mais tu viens de dire un mot tout de suite, quelque chose tout de suite qui m'a tiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, c'est la manière de défendre le dossier qui fera la justice. Donc, est-ce que
pour faire parenthèse sur ce que tu as dit, est-ce que ça prouve qu'aujourd'hui, on n'existe pas, entre guillemets, d'état de droit dans beaucoup de nations du monde de façon générale? Ou est-ce que ça n'existe pas tout court? Non, l'état de droit existe. L'état de droit, c'est tout pouvoir est limitable. Un état de droit, c'est lorsque tout pouvoir est limitable, tout pouvoir peut être contrôlé et tout pouvoir peut être sanctionné par une juridiction. Un état de droit. Mais la justice, non. La justice, la justice existe toujours dans tous les États. Faut pas, on ne peut Non, pas. mais par exemple, si toi, tu défends bien mon dossier et que j'ai tort, mais juridiquement, c'est parce que mon avocat, c'est un bon orateur. Il a essayé de créer de la suspicion, du doute, Exactement, les et doutes j'ai gagné. Donc, les est-ce que doutes- là, on va parler de justice? Non, mais là, c'est l'équité. On ne peut pas parler du doute que même si, là, il faut faire très attention. La bonne version, c'est lorsque l'avocat arrive à créer un doute raisonnable, un doute irréfutable. Ouais, mais dans ça, c'est tête la du magistrat. performance de l'avocat. Mais la sentence qui va tomber après, si c'est logiquement de la réalité, par exemple, c'est pourquoi on dit, là tu pourras me répondre même sur la question, c'est-à-dire qu'on dit que l'avocat, c'est l'ange et le diable en même temps, parce que des fois, il défend les bonnes personnes, des fois, il défend les mauvaises personnes. Ça, bon, là, tu pourras un peu discuter, tu pourras nous dire sur ce point, mais là, ce que je veux dire, c'est quand, de façon réelle, un bandit, par exemple, un délinquant, ou un criminel n'est pas jugé à sa juste valeur parce qu'il a un bon avocat, est-ce que là, on peut parler de justice? Moi, je pense que ça, il faut relativiser, Sylvie. Il y a des innocents en prison. Il y a des gens aussi, il y a des coupables aussi qui sont dehors. La justice est humaine. La justice peut faire des erreurs. Là, tu vas parler de l'erreur judiciaire. Ça existe dans toutes les grandes nations, qui sont aux États-Unis, au Mali, en France. Souvent, la justice peut se tromper. C'est les êtres humains, les juges, les magistrats, c'est des êtres humains comme toi. Ils sont corruptibles, ils ont des convictions. Il peut se tromper. Donc, ça arrive. Tout comme l'avocat aussi peut se tromper. Donc, pour répondre à ta question, ça arrive. Il faut arriver à duper. Il faut arriver à se tromper. Ça arrive. Lorsqu'on arrive à donner une bonne version des faits, de convaincre la cour, d'où il y a double juridiction. Et en première instance, on fait appel, on peut ne pas gagner un appel, on fait cassation, on peut ne pas gagner en cassation, on va aller au niveau international. Quand on parle des cas africains, quand on ne gagne pas au Mali, on peut aller saisir la Cour africaine de droit. Lorsqu'il y aura la Cour, la justice de l'AES, lorsque le Mali fait un problème, qu'un citoyen n'est pas d'accord avec le Mali, il peut saisir cette juridiction. D'accord. Donc, toujours, l'état de droit n'est pas uniquement au niveau national, l'état de droit peut être au niveau international. Il y a toujours des garde-fous. Donc, si j'ai bien compris, la justice prend le justifiable ou l'appareil juridique comme quelque chose d'humain. Donc, il y a des failles, donc on essaye d'exploiter les failles. Exactement. Donc, ça fait de toi un bon avocat. Je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce que entre l'ange et qu'on définit d'un avocat qui défend un coupable et un avocat qui défend quelque chose qui commet un crime, comme tu as dit, tout le monde a droit à la défense. Et c'est un principe qui est sacralisé. Voilà, dans des intervalles, est-ce qu'on peut parler de valeur, de morale dans le travail d'un avocat? Oui, là, d'où il faut pas s'y dire pour les gens qui vont nous écouter, il faut pas oublier, l'avocat a une clause de conscience. Il y a les dossiers, Irène, l'avocat est indépendant. Il y a les dossiers, si l'avocat n'a pas envie de prendre, la loi le prévoit dans les codes de la déontologie de refuser un dossier. Ou regarde des conflits d'intérêts, sa clause de conscience. Il dit que, il y a des avocats, par exemple, ils vont dire qu'il y a certains dossiers de crimes, viols ou autres, je ne touche pas. Ça, c'est là que je parle de la moralité. C'est la moralité de l'avocat. Il y a des avocats qui vont dire, ah, moi, je ne touche pas de dossier de divorce parce que je suis censé, la famille est sacralisée chez moi. Il y a des avocats qui vont dire, ah, moi, je ne touche pas quelqu'un qui tue quelqu'un. Donc, la moralité existe chez les avocats. Ça, c'est notre clause de conscience. On utilise de ne pas prendre aussi. Et l'avocat aussi a une clause de conscience aussi, principe d'humanité, de dire que, on regarde le caractère de vulnérabilité du client, de dire que, ces dossiers en temps normal, je peux le facturer à 3 000 euros, mais avec ses clients, il n'a pas assez de moyens, je veux dire, mais de quelque chose de symbolique. Donc ça existe. L'avocat n'est pas uniquement que pour l'argent. L'avocat, l'avocat accompagne la société. C'est-à-dire, il y a un côté humain qu'on essaie de pas en principe parler. d'humanité, principe de dignité aussi. L'avocat a une dignité aussi. L'avocat, il y a des principes qui gouvernent. L'avocat a des principes de compétences. Quand on ne maîtrise pas un dossier, il faut refuser ce dossier. D'accord. Mais là, je veux revenir ou sinon parler du cas de la France. C'est-à-dire, on est en France, on parle beaucoup plus de l'immigration. Je sais que tu es un avocat, tu défends les droits des immigrés. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains ont
on doit avoir peur, les Africains de façon générale, que ce soit immigrés, vu la tension politique qui existe aujourd'hui en France? Est-ce qu'on a le droit, ou est-ce qu'on peut s'inquiéter aujourd'hui par l'évolution politique? Ouais, l'inquiétude, elle est justifiée. Parce que lorsqu'on quitte ses choix, on ne dort plus. On est à la recherche du bonheur. Si on avait tout chez nous, personne ne traversera le désert ou la mer. Lorsqu'on vient, c'est un combat d'adaptabilité, de s'adapter, un combat aussi d'avoir le meilleur. On regarde aujourd'hui du contexte politique qui ne soit pas que la France, qui soit aux États-Unis. On a vu le président Trump avec ses lois. On a vu l'Angleterre qui demande le Rwanda d'accueillir ses réfugiés ou le Cameroun. L'immigration, c'est quelque chose il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Quand on regarde l'immigration aujourd'hui, il ne faut pas croire que les immigrés apportent beaucoup de choses qui n'apportent pas beaucoup de choses. C'est faux. Moi, je pense aujourd'hui, si on regarde qui sont aux États-Unis ou en France ou en Angleterre, on voit les immigrés aujourd'hui contribuent beaucoup au développement économique, au social. Il y a les rapports de cours de compte. Quand on prend le cas de la France, la cour de compte a été claire. L'immigration apporte beaucoup à la France, que la France donne beaucoup à l'immigration. Mais il y a une partie des immigrés qui, au regard de leur comportement, qui montent des sections de l'extrême droite, qui sont aux États-Unis, parce que Trump fait partie de l'extrême droite américain, ou l'extrême droite britannique, ou l'extrême droite français, qui pensent que l'immigration est une cause de l'insécurité. C'est faux. Aujourd'hui, il y a les immigrés d'origine immigrée aujourd'hui, qui contribuent au développement de la France, qui payent la cotisation. Il y a les immigrés aujourd'hui qui représentent la France, ou il y a les immigrés qui représentent les États-Unis d'Amérique ou l'Angleterre, qui est d'origine immigrée. Moi, je pense que l'immigration est une chance dans tous les États. Mais à un moment donné aussi, il ne faut pas voir l'immigration comme une fatalité. Il faut à un moment donné aussi que nos pays, nos États se développent. Parce que si nos États, ils ont tout, on ne reviendra pas dans un autre pays. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on construise nos États. Les causes de l'immigration, c'est quoi? C'est l'insécurité, l'instabilité dans nos États. Si on avait tout dans nos États, personne qui quitte chez soi pour aller chez un autre, qui va aller manger chez un voisin lorsque le voisin a le mafet et a le mafet pour aller manger chez le voisin. Et c'est le même mafet. D'accord. Si moi j'ai dit tiep, mon voisin a dit tiep, je ne partirai pas voir mon voisin, il a quoi sur son tiep? Je mangerai mon tiep. Si nos États, il y avait l'économie, le développement, l'emploi, il faut que nos États créent l'employabilité. Il faut aussi, ce n'est pas que l'État, que nos cadres, nos bailleurs de fonds dans nos États. Parce que dans ces États, quand tu vois l'Europe, ce n'est pas l'État qui a créé tous ces boulots. Tu le sais, c'est les acteurs économiques, c'est les citoyens lambda. Il faut qu'on investisse dans nos États, qu'on crée l'emploi, qu'on crée l'employabilité. Il ne faut pas que le jeune qui a un diplôme, il dit que l'État doit me donner. Qu'est-ce que toi aussi encore partie tu dois donner à l'État? Il faut qu'on crée des emplois. Donc c'est là qui peut freiner l'immigration, qu'on ne vient plus dans l'immigration. D'accord. Mais aujourd'hui, comme beaucoup le pensent, est-ce que l'appareil juridique ici en France est à double mesure? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures dans les faits de société? La dernière en date, c'est la mort du jeune Quentin Derang. Quand on le compare à la mort de ton cousin, d'ailleurs, qui est Cissé, Boubacar Cissé, qui a été poignardé à 57 coups de couteau, on voit que la façon de traiter ces affaires de façon médiatique est différente. Est-ce que au niveau de la justice, quand on dit que c'est différent aussi dans ce sens-là, est-ce que c'est réel? Oui, moi, je ne suis pas avocat dans ces deux dossiers. Mais à ma lecture en tant qu'avocat, il ne faut pas oublier quand même que les actes, la mort de quelqu'un, c'est un acte en droit pénal. Lorsqu'on assassine quelqu'un, c'est la peine capitale. Mais il ne faut pas oublier les acteurs qui commentent dans la presse, ils ont des opinions. D'autres sont anti-immigration, d'autres sont anti-musulmans. Dans les cas de Boubacar Sissi, on le voit clair, à l'époque, le ministre de l'Intérieur en a parlé, qu'il a refusé même de partir. Il ne faut pas oublier, c'est une question purement politique. Mais est-ce que la politique a une influence sur l'appareil juridique? Bien sûr. Il y a des magistrats qui sont politisés ou qui ont des opinions politiques. Il ne faut pas oublier. Ça existe dans tous les pays dans le monde entier. Mais un magistrat a des opinions politiques, a des convictions personnelles. Les magistrats votent. Un magistrat peut voter à gauche, peut voter à droite, un magistrat peut voter pour les militaires, un magistrat peut voter pour les civils. Donc, moi, je pense qu'il y a l'instrumentalisation. Mais il faut voir ces affaires. Qu'est-ce qui est derrière? C'est une question de positionnement idéologique dans ces États. Donc, aujourd'hui, on voit quand même que dans l'affaire d'Aboulay ici, Boubacar Sissé, ou dans l'affaire de Quentin, on voit clairement quand même que la presse en a joué un rôle d'instrumentalisation, mais on va voir la justice fera son affaire. D'accord. J'espère que la justice sera rendue aux familles des deux victimes d'une vision égalitaire.
D'accord. Alors, quand on regarde l'Afrique de façon générale ou l'Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de bouleversements politiques en ces derniers temps. Quelle est la lecture politique que tu fais de la sécurité, de l'économie et du développement de nos États en Afrique de façon générale? Oui, si on prend les pays africains, je pense que souvent on fait un procès d'intention contre les pays africains. Nous sommes très jeunes. Hormis, quand tu parles d'Afrique de l'Ouest, hormis la Guinée qui a pris son indépendance en 58, les autres États, ils sont en quel âge? 60 en nos jours, ça fait. Nous sommes en 1960 en 2026. Quand on regarde dans ces États, c'est les jeunes États, ils sont en expérimentation. Ces bouleversements, toutes les grandes nations sont contre des bouleversements. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit très rigide envers nos États. Attention aussi, je n'ai pas dit aussi qu'on soit laxiste aussi envers nos États ou nos dirigeants. Donc, je pense que nous sommes en mouvement gestation, nous sommes en mouvement, nous sommes en gestation de construction, on est en train de se construire. Et je pense qu'au fur et à mesure, nous verrons dans nos États, les systèmes économiques vont avancer, mais il faut construire. Comme j'ai dit, il faut construire des projets. Il manque des hommes de vision. On n'a pas beaucoup des hommes de vision. On a des opportunités à la tête de nos États. La question de l'économie, ce n'est pas que l'État, il faut que les acteurs économiques, sociaux, tout le monde contribue au développement économique. Ce n'est pas les élites seulement. Il faut que tout le monde devienne le comportement exemplaire. Il faut instruire les citoyens, d'éduquer la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance aussi, le respect des institutions, le respect des textes aussi. Nos États pourront avancer. D'accord. Bon, nous venons au terme de cet épisode qui est très très intéressant d'ailleurs, mais nous sommes un peu pris par le temps. Mais est-ce que tu peux nous donner un message de fin pour la jeunesse africaine de façon générale, mais sinon la jeunesse de la diaspora de façon particulière, vu qu'on est là dans la diaspora? Alors, quant à l'Afrique, j'ai dit il faut croire au destin de l'Afrique. Croire en soi, être croyant, peu importe. Quand je dis être croyant, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas croyant. Il faut rêver, il faut être résilient, il ne faut pas abandonner. Il y a des obstacles. Les gens qui sont toi ou moi, on nous voit aujourd'hui en costume ou en boubou traditionnel. Ils pensent que tout est tranquille. Il faut se construire avec du temps. Ça, c'est au niveau du Mali. Quant à la diaspora, lorsqu'on quitte ses choix, il y a trois choses que j'ai envie de dire pour terminer avec ça. Soit on rentre avec du diplôme, soit on rentre avec l'argent, soit on rentre avec la fierté. Donc, on ne vient pas à l'immigration seulement pour être un délinquant. Quand on vient dans l'immigration, on a quitté ses parents. Ils comptent sur nous. Il faut donner une bonne image de notre État. Chaque personne de la diaspora représente son pays. Quand on fait un acte, c'est un Malien, c'est un Sénégalais, c'est un Camerounais, c'est un Algérien, c'est un Tunisien. Donc, il ne dit pas, c'est Sidi, il ne dit pas c'est Bala. Quand on fait une bonne chose aussi, Malien, Tunisien. Tu vois, chaque personne est l'incarnation de son État. Donc, il faut donner l'exemple, je parle à la jeunesse, de rêver, d'avoir des mentors, de s'entraider, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une communauté, une fois qu'on réussit, on pense que c'est bon, c'est construire soi seul, qu'il soit toi ou moi, on a des gens qui nous attendent la main. Quand on peut aider aussi la jeunesse ou la diaspora dans les milieux associatifs, il faut qu'on discute, qu'on s'entraide pour arriver. Je ne suis pas construit seul. Peut-être tu me vois aujourd'hui, j'ai des mentors, j'ai des gens qui m'ont aidé beaucoup, peut-être qui sont maliens, d'autres qui ne sont pas maliens. J'ai plein des amis dans d'autres pays qui sont le Sénégal ou le Burkina Faso ou le Niger. Dans ces trois États, par exemple, ou le Sénégal, j'ai beaucoup d'amis qui sont contribués là où je suis arrivé aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis sans ces amis aujourd'hui. Au-delà de ma famille, je n'arriverai jamais là où je suis arrivé. Donc, tu vois, la diaspora, il faut avoir des mentors. Il faut avoir de l'humilité aussi. On ne peut pas se construire aussi sans avoir l'humilité. On ne peut pas se construire aussi, à moins des obstacles aussi qu'on cède. Donc, pour te dire, la vie est un combat de tous les jours. Il faut se combattre jusqu'à la fin de notre vie. C'est là, c'est pas que je suis devenu avocat, c'est fini. Je dois rêver encore. Il y a d'autres rêves. Je ne sais pas lesquels. C'est là que nous mettrons fin à cet épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner vos avis en commentaire et ça nous permettra de toujours vous apporter des invités de qualité pour les épisodes à venir. Mais n'hésitez pas, prenez soin de vous et à très très bientôt.